c'est qu'on est nombreux. Donc on va essayer d'intervenir de manière assez courte chacun, mais on va essayer de balayer plusieurs aspects sur la pièce de roue qui vous intéresse tous. Donc autour de cette table, vous connaissez sans doute pas mal de monde, beaucoup d'acteurs de la pièce. Et je vais commencer par ma gauche, je vais commencer par laisser Richard Mandrin se présenter. Et vous avez derrière moi le détail avec les visages de chacun. Richard, c'est à toi. Je remarque qu'on a tous choisi d'excellentes photos. Donc bonjour à tous, Richard Mandrin, je suis directeur général, un des directeurs généraux de Aximoto. Aximoto, on est un des recycleurs spécialistes de véhicules de la catégorie L. Donc on recycle des motos, principalement des scooters, et des quadricycles à moteur, donc les voiturettes sans permis aussi. Voilà, on est situé en région parisienne, on a une trentaine de personnes, et ça fait quand même pas mal d'années, sous l'impulsion de nos prédécesseurs, et puis depuis que nous on est avec mes associés propriétaires de la société, qu'on développe de manière assez forte la pièce de réemploi, ou pièce issue de l'économie circulaire. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler à ceux qui nous connaissent et à ceux qui connaissent moins de cette économie circulaire, et surtout de notre filière, qui est une filière aujourd'hui professionnelle, de qualité, et avec des produits qui sont garantis, certifiés, et qui permettent d'avoir une économie vertueuse de la pièce de réemploi. Merci Richard, je te demande de passer le micro, et après on en a un pour deux, en gros. Un pour trois de ce côté-là. Allez-y. Donc bonjour à tous, c'est Eric Lescan. Juste, j'ai pas choisi ma photo, moi c'est mes photos. Juste par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Expert conseil pour la Massif, où j'interviens auprès de la Massif pour les accompagner sur les processus d'expertise, la définition du processus d'expertise et le suivi du processus d'expertise. Sur la structuration également de le réseau prestataire. Le réseau prestataire, c'est les constructeurs, les réparateurs agréés, les experts évidemment, et tous les autres réseaux avec lesquels travaille la Massif dans le cadre de la gestion de leurs sinistres. J'ai aussi en charge tout ce qui est la veille réglementaire et veille technique aussi dans tout ce qui est réparation des véhicules et tout ce qui est le suivi des réparations véhicules. Donc quand je dis véhicules, c'est véhicules 4 roues et 2 roues. Et dans le sujet qui nous anime aujourd'hui aussi, j'anime énormément aussi le développement de la pièce de réemploi au sein des sinistres massifs et l'animation de tous les prestataires pour pouvoir atteindre un but de mettre le maximum de pièces de réemploi dans la gestion de nos sinistres. Merci Eric. Laurent Héraille. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laurent Héraille, vice-président de la branche Centre Recyclage VHU pour Mobiliance, qui aujourd'hui traite toute la mobilité, c'est-à-dire on a 3 principaux métiers de recyclage chez nous, dans les centres VHU. C'est bien sûr le 2 roues, la catégorie L qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les VP, et nous avons aussi des véhicules industriels. Et notre rôle est de défendre les adhérents et de promouvoir nos produits qui sont la pièce de réemploi et les matières premières. Merci Laurent, je te demande de passer le message, le micro à Nadine. Bonjour à tous, je suis présidente des métiers du 2 roues chez Mobiliance, et je viens ici pour représenter donc ces professionnels, et je suis également concessionnaire à Grenoble. Merci Nadine. Vanessa. Bonjour, je suis Vanessa Montagne, donc je dirige l'éco-organisme Recycler mon véhicule, qui est une association à but non lucratif qui a été créée par les constructeurs auto et moto pour leur permettre d'assumer leurs nouvelles obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur. Donc on a 62 adhérents qui représentent 100 marques, voilà, et on est en contrat avec 1100 centres VHU sur tout le territoire, dont 400 qui font du 2-3. Merci Vanessa. La parole à Dominique. Oui, bonjour à toutes et à tous. Dominique Tijoux, moi je travaille chez SRA, une association donc avec tous les assureurs français adhérents, tous les assureurs qui produisent des contrats sur les véhicules terrestres à moteur. SRA, c'est Sécurité Réparation Automobile, comme son nom ne l'indique pas forcément, on travaille aussi pour le 2 roues. On est bien connu, bien évidemment, pour les labels de classement des protections contre le vol, mécanique, électronique, le classement des gilets airbags,
pour les motards, et puis très bientôt le classement des systèmes de géolocalisation. Moi, je suis au sein du débat aujourd'hui parce que SRA va également lancer un label très prochainement qui s'intitulera Recycleur vertueux. Donc on est au cœur du débat. Merci. Et le dernier intervenant, je vous disais qu'on a que des personnes de qualité autour de cette Bonjour table, à tous. Éric Macron. Alors moi j'ai pris un petit papier pour être rapide. Attendez, excusez-moi, il a coupé. Vous voyez, comme quoi, vous voyez, moi j'ai dit. Ça montre ce que vous voyez, c'est ça. Là. Alors, C'est une pièce de rapport. ah oui, c'est pas du neuf ça. Donc je touche pas. Ah ouais. Alors oui, pardonnez-moi, j'ai pris un petit papier parce qu'il fallait qu'on soit rapide. Donc je suis Éric Macron, donc je dirige l'entreprise Gamme Moto depuis 1980. Alors pas moi, mais c'est la date à laquelle l'entreprise a été créée. Donc je fais partie d'un réseau d'une quinzaine d'entreprises spécialisées dans le recyclage de la catégorie L, donc les 2 roues, dont la plupart sont dans la salle. Donc nous traitons, je pense, en moyenne 35 000 € par an. Nous sommes également producteurs de PIEC. Toutes nos pièces sont labellisées SRA. Alors je vais quand même en profiter pour dire que ça fait maintenant 10 ans qu'on avait commencé avec SRA à faire ce dispositif. Donc nos pièces sont tracées, démontées, contrôlées et garanties. Nous vendons nos pièces aux particuliers et professionnels en France et à l'étranger à travers nos sites perso et des places de marché. Et nous trions nos matières avec un taux de recyclage à 97%. Voilà. Merci Eric. Alors moi je voudrais commencer par quelques préambules, notamment sur l'endroit où on se situe. Même si vous êtes dans cette salle, vous êtes forcément informé, mais j'aimerais me tourner vers Laurent pour qu'il explique où on se situe aujourd'hui, où en est-on, Laurent, sur la pièce de réemploi, la réglementation. J'aimerais que tu me parles de la loi AGEC et que tu me resitues ce que c'est que la PIEC et la différence avec la pièce. Donc si on fait un petit point sur la réglementation, il faut partir de la loi AGEC en 2020 qui préconise la réparation, la réutilisation de pas mal de produits. Si on regarde aujourd'hui, je crois qu'il y a 25 produits REP, tout confondu. Mais nous, on est concernés bien sûr par le 2 roues. REP. Et dans la REP, comme demande David, la REP c'est la responsabilité élargie du producteur. Ce qui veut dire que le producteur est responsable de son produit jusqu'à sa fin de vie. Ça, c'est en 2020. Et en 2020 aussi, il y a eu, qui est suivi de l'arrêté en 2024, c'est l'utilisation, la proposition que doivent faire les réparateurs avec la pièce de la PIEC, la pièce de réemploi au départ, mais qui s'appelle la PIEC aujourd'hui, au client final. Ils doivent faire ce qu'on appelle un double chiffrage. Donc tout ça, on arrive à la définition de la PIEC elle-même. C'est la pièce issue de l'économie circulaire, et vous avez 3 catégories de pièces. Vous avez la pièce d'occasion classique, qu'on a tout fait depuis la nuit des temps, cette pièce qui sort de nos centres, qui sont contrôlées, alors plutôt visuellement, il peut y avoir une action qui peut se faire dessus, et qui sont vendues au comptoir ou en ligne. Après, vous avez un second produit, qui est la pièce reconditionnée, qui vient de l'économie circulaire aussi, que vous trouvez dans d'autres produits, comme le téléphone ou ailleurs. Là, vous avez un cahier des charges qui est plus pointu, c'est la loi de février 2022, qui encadre les pièces reconditionnées, et qui demande d'avoir un cahier des charges beaucoup plus pointu, c'est-à-dire que cette pièce doit être contrôlée visuellement, mais aussi avec dès qu'il existe un appareil de contrôle, il faut l'utiliser, et cette pièce, elle peut être réparée, c'est-à-dire il peut y avoir une pièce d'usure qui peut être changée pour être remis en état, ou si on prend une optique avec une patte d'optique cassée ou autre, voilà, avec des kits. Donc on est sur un niveau de pièce supérieur, notamment au niveau des contrôles. Et après, vous avez la pièce qu'on appelle la pièce échange standard, qui est la pièce remanufacturée. Où là, on est sur une pièce qui est remise à l'état de neuf, sauf qu'on n'a pas le véhicule de source. Voilà un petit peu pour la PIEC. Voilà, c'est un petit peu un petit topo, et puis j'aimerais le compléter par quelques chiffres, Vanessa, puisque tu en as sur les véhicules reconditionnés. Oui, donc on a 70 000 2-3 roues qui chaque année sont détruits administrativement, donc on a la partie destruction administrative, et donc parmi cela il y en a 11 000 qui sont envoyés à la destruction, vraiment à la partie recyclage. Voilà.
Donc je disais, on a 400 centres VHU qui traitent du 2-3 roues, mais on a vraiment deux catégories de centres, des centres qui sont spécialisés sur 2-3 roues, là il y en a plutôt 15-20, et puis les autres qui sont des généralistes qui font de la voiture et du 2-3 roues, et en répartition de traitement entre ces deux catégories, c'est un 50-50. Nadine, quels sont aujourd'hui les enjeux de cette PIEC, pour reprendre le jargon que nous a expliqué Laurent tout à l'heure? Quels sont aujourd'hui les premiers enjeux pour un acteur comme Mobiliance? Alors, un acteur comme Mobiliance, mais surtout pour les réparateurs sur le terrain, c'est là où il y a un vrai souci. C'est qu'aujourd'hui, toutes ces réglementations nous imposent d'avoir des outils informatiques pour pouvoir proposer le double chiffrage. Le double chiffrage, c'est-à-dire un chiffrage de la pièce d'origine et de la pièce de réemploi. Voilà, il faut qu'on propose à nos clients la possibilité de prendre de la pièce de réemploi. Et aujourd'hui, hormis le fait d'aller prendre le téléphone et d'appeler tous les centres pour savoir la disponibilité d'une pièce, notre responsable, réceptionnaire à atelier va passer une journée à aller chercher 3 pièces pour proposer à ses clients. Et ça, c'est un vrai enjeu, puisque ce que nous, on a besoin en concession, c'est que nos outils informatiques, nos DMS, proposent de manière automatique l'accès à un stock qui pourrait être commun sur tous les acteurs de la pièce de réemploi, de manière à proposer soit de la pièce neuve, soit de la pièce de réemploi. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors, je vais demander à Richard où en est-on, parce que je sais que vous avez une traçabilité, donc vous avez chez Aximoto, vous avez une traçabilité, vous pouvez très bien remplir des bases de données. Où en est-on de ces outils? Alors je vais parler pour l'ensemble des spécialistes qui sont ici. On a tous aujourd'hui une capacité à tracer nos véhicules et tracer l'origine des pièces, c'est-à-dire d'où vient la pièce de remploi, comme le disait tout à l'heure Laurent, comment est-ce qu'elle a été produite, d'accord ? Il faut rappeler que toutes ces pièces sont des pièces d'origine, hein, donc c'est des pièces qui proviennent des constructeurs à la base. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui développé à des niveaux différents en fonction des entreprises, mais on a tous une approche où on est capable aujourd'hui de mettre de la pièce en ligne, soit sur des places de marché comme peut le faire Eric par exemple, soit par exemple par notre propre site web. Ce sont des pièces qui sont référencées, où on est capable de proposer éventuellement le code OE de la pièce, et où on est aussi capable de proposer la compatibilité par exemple intermodèle. Okay, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que notre industrie, elle est relativement prête à pouvoir avancer et commencer à dérouler je me demande si c'est pas ça qui fait interférence, à dérouler la pièce de réemploi en partenariat avec l'industrie de la réparation et de l'entretien des véhicules. Le tout, c'est qu'on trouve le bon forum et la bonne méthode pour le faire. Merci. Alors justement, je voudrais parler à Eric Lescam de Massif. Pour vous, c'est un enjeu majeur que ces outils soient mis en place? Alors, effectivement, c'est un enjeu majeur. Je voudrais, avant de répondre à cette question, revenir justement sur cette réglementation qui impose aux distributeurs de proposer ce double chiffrage, qui est en fait quelque chose, une réglementation qui a ses limites quand même, parce qu'il y a une obligation du réparateur qui doit proposer ce double chiffrage, mais il faut qu'il soit accepté quelque part par le consommateur, parce que c'est bien lui, au final, qui va faire le choix entre ces deux chiffrages. Et ce qui intègre là-dedans, dans cette acceptation, une qualité de la pièce. La qualité de la pièce, on parle de la pièce de roue, qui est, à mon avis, et c'est mon discours depuis toujours, qui est un métier vraiment à part sur cette pièce, qui est la définition de cette pièce de roue. C'est pas la même chose que le 4 roues. Si on pouvait faire une comparaison avec le 4 roues, qui est en place depuis un certain nombre d'années et qui fonctionne assez bien, le Massif, sur le taux d'usage de la pièce de remploi dans la réparation de sinistralité, qui marche assez bien. Et on a la même réglementation, elle est ISO, que ce soit sur le 2 roues ou le 4 roues. On a les mêmes acteurs, que la production, parce qu'on a du potentiel, un gisement qui est dans les deux cas, on a ce gisement. Juste pour vous donner, vous donniez des chiffres tout à l'heure, au niveau de la Massif, c'est 900 000, un peu plus de 900 000 contrats.
Et sur les expertises réalisées à l'année, c'est à peu près 30% de véhicules qui sont orientés vers les centres CMHU. 30%, ça représente un peu plus, pour le massif, un peu plus de 4000 véhicules qui sont orientés vers ces centres de déconstruction. Donc le gisement existe dans les deux cas. La grosse différence qu'il y a dessus, effectivement, c'est que les outils, ce qui est évoqué là, les outils aujourd'hui, on les a depuis des années, des outils de chiffrage dans le 4 roues, qui est beaucoup plus restreint dans le 2 roues. On a quelques modèles, quelques outils de chiffrage, intègrent quelques modèles, mais par contre, on n'a aucune correspondance à des outils de chiffrage qui nous proposent et qui nous poussent la pièce d'occasion issue de vos stocks, qui permettent de faire le chiffrage qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est une complexité, ça, si le donneur d'ordre, quelque part, qui est l'expert pour proposer dans le cadre des expertises de la pièce de remploi, n'a pas les outils, n'a pas accès à ces pièces, à vos stocks, là c'est un premier point de difficulté. Et j'aurai un deuxième point, mais peut-être dans un deuxième temps, sur la qualité de la pièce, je sais pas si... Alors la qualité de la pièce, moi je vais me tourner vers Eric justement, je voudrais parler de la qualité de la pièce justement. Alors, la qualité de la pièce, comme par rapport au label, excusez-moi, j'ai du mal avec les micros, je suis pas habitué. Non, on qualifie les pièces dans le nouveau label, mais on n'avait pas attendu de scorer par rapport à ça. Quand on a digitalisé les pièces il y a environ 10 ans, on a commencé à établir un process. Grâce à SRA d'ailleurs, il y a 9 ans, on avait déjà un cahier des charges assez intéressant avec les outils de contrôle. Il fallait faire un job assez intéressant. Après, derrière, on a essayé de l'informatiser avec un process. Et aujourd'hui, il y a tout un cycle, une dépollution. Vous avez ensuite le démontage. Il y a la qualité du démontage. Après, vous avez la qualité de bien identifier les pièces. Après, il y a l'état pour, comme disait tout à l'heure Laurent, sur un optique, s'il y a une patte de cassée, aujourd'hui, on a du codage avec la Q1 qui a rien du tout, donc ce qu'on appelle la premium, la Q2 qui, elle, Explique. En fait, on a relevé 3 critères. On était tous ensemble, même dans la salle, on y a travaillé toute l'année dernière. D'ailleurs, grâce au SRA, on a réussi à se retrouver et à commencer à discuter, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, dans le passé, on discutait pas trop, mais en vieillissant, vous voyez, on commence à se réunir, à discuter, donc ça devient intéressant. Donc je pense que vous avez de la chance aujourd'hui, on va peut-être pouvoir trouver une belle solution avec un beau référentiel. Mais pour revenir à la qualification, donc il a été mis en place 3 scores, le Q1, Q2, Q3. Donc le Q1 c'est du premium, c'est-à-dire la pièce plastique, parce qu'on va travailler beaucoup sur la carrosserie au niveau de la moto. Ensuite vous avez la Q2 où ça nécessite une réparation mineure, et la Q3 c'est une réparation majeure. Et on est quand même autorisé à pouvoir produire de la Q4, donc qui serait une pièce qui rentrera pas dans le score. Donc ça peut être... Alors non, c'est pas forcément ça. Ça peut être un moteur qui a trop de kilomètres, ça peut être une pièce qui pour nous a de la valeur pour quelqu'un qui va réparer ou qui bricole et on n'a pas envie de l'acheter, hein, parce qu'il faut savoir que la valorisation matière dans le métier c'est nul. Donc forcément, on essaye de travailler, de trier, comme disaient Laurent et Richard depuis. C'est des métiers de spécialistes. Puis moi j'ai pas appris à jeter, donc je pense que voilà, tout doucement je m'y mets, mais c'est pas mon truc. Merci Eric. Je te demande de passer le micro à Dominique. Dominique, qu'est-ce que peut apporter un label de certification? En quoi ça peut faire encore plus avancer les choses sur les problématiques des pièces de rimbaud? Alors déjà sur la qualité, Eric a tout dit, hein, il l'a parfaitement expliqué. Non, mais c'est parfait. Maintenant, ce nouveau label, je pense que ça va être... L'idée c'est de renforcer le trait d'union en fin de compte entre l'assureur, le centre VHU et puis le réparateur professionnel, qu'il faut aussi rassurer. On a donc les qualités, mais aussi on a tout le process de traçabilité de la pièce que l'on va observer. Les centres VHU vont être audités par 2 organismes sur lesquels on va s'appuyer, qui sont DECRA et SGS, des organismes habitués à travailler dans le monde des véhicules. On va donc toute la traçabilité du démontage, le stockage, la revente de cette pièce, on va aller jusqu'au délai de mise à disposition, on a augmenté la garantie aussi des pièces, on l'a porté à 24 mois. On va étudier aussi le taux de retour, la satisfaction client. On parle bien de professionnels. Hein. Donc tout ça va vraiment, on l'espère, créer un sentiment de
de libre-échange et au niveau de la réparation, rassurer le professionnel. Et puis, il ne faut pas oublier que les assureurs ont besoin de ces pièces de réemploi. Parce qu'on a bien évidemment un coût de la réparation sur le 2 roues qui augmente. Les véhicules sont de plus en plus sophistiqués. Parfois, on n'a pas la pièce, elle n'est plus disponible. Donc la pièce de réemploi permet aussi de sauver des véhicules. Donc ça, c'est aussi un point important. Alors justement, juste avant de passer la parole à Eric, je voudrais l'opinion de Vanessa. Je crois que tu avais une opinion sur la pièce de réemploi qui permet aussi de vendre de la pièce neuve, parce qu'il s'agit aussi d'impliquer les constructeurs. Oui, moi j'ai une conviction. Alors pour l'instant, c'est une conviction parce que j'ai pas de chiffres, mais on sait que les réparateurs, ils sont quand même inquiets de voir arriver la pièce de réemploi parce qu'ils ont peur de perdre aussi en économie, en marge, par rapport à la pièce neuve. Et donc on ne doit pas ignorer ce frein-là. Et moi, ma conviction, c'est, j'ai mon petit même à moi, c'est pour une pièce vendue, 2 pièces neuves vendues. Je sais pas si c'est vrai. Mais en pratique, c'est... Pourquoi? J'aime bien 1 pour 2, en fait, je trouve que ça sonne bien. Mais au-delà de ça, c'est... en fait, quand on a un véhicule qui est économiquement irréparable, il peut peut-être passer la barre, et il peut avoir une acceptabilité plus forte de la part du client si on utilise une pièce de réemploi, mais on ne va pas réparer le véhicule avec une seule pièce, il y a plusieurs pièces, et puis ce véhicule, il va continuer de durer, donc il va être entretenu, donc il y aura d'autres pièces. Donc peut-être que je suis encore en dessous de la réalité en disant une pièce vendue, 2 pièces neuves vendues. Voilà, donc il n'y a pas de concurrence entre les deux, c'est complémentaire. C'est un modèle vertueux qui consiste à impliquer aussi les constructeurs. Eric, en quoi c'est important que tout l'écosystème de la moto soit impliqué? Alors, important déjà, j'ai bien aimé cette relation justement, on peut sauver des véhicules, ça c'est effectivement, tout assureur ne souhaite pas mettre des véhicules en débat, c'est pas son objectif, c'est là où l'assuré est le plus sensible, c'est là où on peut le perdre, c'est le moment où on classe un véhicule en irréparable. Donc déjà pour cette raison-là, il faut réparer le maximum. C'est aussi garder la mobilité de l'assuré, de lui rendre son véhicule et de le réparer. Donc pouvoir le réparer avec de la pièce de réemploi qui permet de diminuer le coût et de passer, je l'évoquais tout à l'heure, 30% de VUI sur l'ensemble des expertises, c'est beaucoup plus que dans le 4 roues, parce qu'on est plus de 3 fois moins dans le 4 roues. Donc ça montre bien que le chiffrage des pièces est important c'est surtout les pièces qui pèsent lourd dans une facture de réparation de roues. Donc si on peut diminuer ce coût de pièces et diminuer le coût de la réparation, ça veut dire qu'on peut rendre potentiellement un véhicule réparable par le biais de la pièce de réemploi. Donc ça, c'est déjà un atout énorme. Par contre, toute la difficulté et la vente, justement, quand on répare, effectivement, on ne va pas réparer avec 100% de pièces de réemploi. Quand on répare, c'est 30-40% de pièces de réemploi sur l'ensemble des pièces, c'est à peu près ça le ratio. Donc ça veut dire qu'on peut effectivement, une pièce de réemploi vendue, c'est 2 pièces neuves vendues. Donc je n'avais pas pensé à ce ratio-là, mais très intéressant comme solution. Et donc ça, oui, ça peut sauver des véhicules. La qualité de la pièce, juste pour revenir sur la qualité de la pièce, elle est d'autant plus importante dans le 2 roues, puisque je vais parler des pièces de carrosserie, tout ce qui est carénage et tout ça, si on compare au 4 roues, le 4 roues, les pièces de carrosserie sont systématiquement repeintes. Une pièce neuve de carrosserie dans le 4 roues arrive non peinte, on doit la peindre, donc pour une pièce d'occasion, on a cette marge-là, où on peut aussi avoir une pièce qui n'est pas en qualité parfaite. Quand je dis il peut y avoir un petit boss, une petite rayure, l'histoire de la peindre et tout va rattraper ce défaut de qualité. Dans le 2 roues, ça n'existe pas. Dans le 2 roues, les pièces arrivent peintes, neuves, donc ça veut dire qu'elles doivent avoir un état irréprochable. La moindre rayure sera refusée par le consommateur, la moindre petit impact, etc. Donc ça veut dire que la qualité de la pièce qu'on évoque là, avec le label SRA, a d'autant plus d'importance dans le 2 roues que dans le 4 roues. Ça, c'est le premier point sur les éléments de carrosserie. Sur les éléments de sécurité aussi, parce que quand on enlève après la selle, une fois qu'on enlève les carénages, la selle, les échappements, après on est sur la structure de la moto. Quasiment toutes les pièces concernent la structure, donc éléments de sécurité. Ça aussi, c'est un enjeu énorme quand on parle de durabilité dans l'assurance. On intègre dedans pas seulement l'écologie, mais la traçabilité, la sécurité des pièces, la fiabilité des pièces, la garantie des pièces. Tout ça aussi, c'est une importance énorme pour les assureurs qui proposent ça à leurs assurés. Donc ça veut dire que cette qualité-là, elle a une importance énorme aussi sur les pièces de sécurité. Donc c'est pour ça que le label SRA, moi, on le prend aussi, comme tous les assureurs, je pense,
comme un atout énorme pour pouvoir promouvoir cette pièce-là. Merci Eric. Je vais poser une question à Laurent, puis après je passerai à Nadine, parce que Mobiliance, c'est aussi du 4 roues. Tu parlais du 4 roues à l'instant. Vous avez une expérience chez Surplus, là je te demande ton autre casquette de Surplus Auto. Vous avez créé Surplus Moto il y a quelques années. Quels écueils sont à franchir encore pour arriver à s'inscrire dans les pas de l'automobile? Et est-ce que l'automobile est bien avancée sur cette problématique de la pièce? Mais déjà, il y a la réglementation elle-même qui est arrivée beaucoup plus en amont. Il y a aussi que les pièces que présentait Eric pour la Massif qui n'ont rien à voir avec l'auto. C'est-à-dire tout ce qui est pièces d'habillage, aujourd'hui, c'est quasiment 50% de notre chiffre d'affaires dans l'auto. Et si je reste sur les petits bouts de carénage, je vais tomber à 5% de notre chiffre d'affaires dans le 2 roues. C'est là où il y a l'écart. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que ça reste un vrai métier de spécialiste. Vraiment 2 roues, c'est quelque chose de particulier, parce que comme il vient de le dire aussi, on est sur des pièces sensibles, sécurité on peut appeler, on est sur des pièces sensibles, et du coup on est obligé d'avoir un contrôle de qualité supérieur à ça, ce qui veut dire qu'il nous faut des techniciens vraiment qualifiés pour démonter ces pièces et surtout les contrôler, et surtout avoir des outils. On a des outils aujourd'hui dans nos structures qui sont assez sophistiqués. Si on prend même les contrôleurs de cadre qui sont obligatoires pour être SRA à l'époque, c'était ça, c'est 15 000 € le bout. Pour un recycleur de roues, c'est énorme. Et sachant que c'est pas spécialement, on ne va pas vendre de cadre, mais c'est pour des véhicules reconditionnés qu'on fait derrière, ou d'autres raisons. Mais pour dire que aujourd'hui, le contrôle de ces pièces, c'est pour ça que personnellement, puisque tu poses la question, nous, on avait décidé de passer aux pièces reconditionnées, de passer à une étape supérieure dès qu'on avait de la métrologie, puisque si on prend même notre agrément Calicert, SGS, c'est 5 contrôles, il faut le dire, c'est 5 contrôles visuels. Et c'est ceux qui changent complètement quand on passe dans la pièce reconditionnée de qualité supérieure. Dès qu'il y a un outil qui existe chez un concessionnaire ou chez un réparateur, on est obligé de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on est sur des pièces sensibles. Et je me rappelle, il y a 7 ou 8 ans, quand on a vraiment accéléré, et au niveau de Mobiliance, qu'on est allé voir le pouvoir public en disant « cette pièce, il faut qu'elle vive », du 2 roues, c'était une discussion qu'on avait avec Nadine à l'époque, et c'est vrai que ça peut surprendre, et ils avaient vraiment peur de cette qualité, de dire c'est un 2 roues, c'est dangereux, le corporel, je crois qu'il est 3 fois supérieur au corporel du 4 roues, donc il fallait vraiment partir sur de bonnes bases. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'a pas ces contrôles, je pense qu'on ne franchira pas ce cap et on restera sur des bouts de carénage, je suis désolé de dire ça, et c'est pas avec ça, demain, qu'on va vivre dans le... D'où l'importance des certifications, des labels et des contrôles. Nadine, à toi aussi, je vais demander de prendre ton autre casquette, celle de concessionnaire. Quels sont les freins? Encore, on a parlé des outils, on a parlé de la sécurité, les marges. Quels sont les freins des concessionnaires aujourd'hui pour utiliser de la pièce de réemploi et dans quelle mesure ça peut ne pas nuire au business d'utiliser ces pièces? Eh bien, en fait, les constructeurs nous donnent des objectifs de vente de pièces détachées. Et pour le coup, si on ne les réussit pas, eh bien, on ne touche pas de RFA. Est-ce que c'est compatible tout ça? Eh bien, je pense qu'il faut qu'ils soient convaincus que nous puissions proposer le 1 sur 2 et adapter les objectifs à cette notion de réemploi, parce qu'il faut quand même savoir que si on ne répare pas le véhicule et qu'il est économiquement irréparable, parce qu'on ne peut pas proposer de pièces de réemploi, eh bien on ne la répare pas. Et du coup, c'est du business en moins. Donc, il est extrêmement important que les constructeurs adaptent leurs objectifs de manière à ce qu'on puisse proposer cette pièce de réemploi et que finalement on continue à vendre de la pièce neuve pour le reste des pièces détachées à changer. Et si tout l'écosystème de la moto, donc du constructeur, du réparateur, de l'expert et des centres de VHU, tout ira bien, mais ça c'est dans un monde idéal et il va falloir les convaincre. Et alors justement, on a une problématique de communication. Là, je me tourne vers Richard. La communication Aximoto, vous œuvrez aussi sur la communication vertueuse.
sais que vous avez été récompensé d'un trophée éco-responsable il n'y a pas longtemps. Merci. Je voulais... C'est parce que vous n'étiez pas là plus. Hein. Voilà, il n'y avait pas tout le monde. Mais ce que je voulais savoir, c'est en termes de communication, justement. Est-ce qu'il y a une sensibilisation à faire, davantage de sensibilisation, ou est-ce que les acteurs sont tous informés et qu'il n'y a pas vraiment de volonté? Non, je pense que tu as raison, il y a une problématique de communication. Je pense qu'il y a encore toute une partie du secteur de la moto, et moi je suis content de voir un certain nombre de constructeurs dans la salle, mais aujourd'hui je pense qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs de l'industrie qui ne savent pas nécessairement ce qu'on fait dans le détail. Voilà. Et qui n'ont pas nécessairement notion de l'existence de labels comme SRA ou de la qualité du travail que peut fournir l'ensemble de notre industrie. Et je pense que c'est important de leur expliquer que voilà, il y a deux métiers en fait. Il y a deux métiers. Il y a le métier des spécialistes que nous sommes, qui sommes capables de faire de la pièce issue de l'économie circulaire, garantie, certifiée, tracée et de qualité avec un niveau de service rendu qui est très élevé. Je veux dire, la plupart d'entre nous, on a des taux de retour qui sont absolument minimaux. Et on travaille dans beaucoup de cas avec des particuliers qui sont parfois très très acerbes quand ils le veulent. Il y a l'écueil de ce que peut être le marché gris de la pièce détachée, qu'on peut trouver, toutes ces pièces qui se vendent sur le bon coin, qui sont démontées par des particuliers, qui sont pas nécessairement vérifiées, qui sont pas nécessairement validées. Et en fait, il faut qu'on fasse ce travail d'explication pour dire il y a un secteur de spécialistes qui sait faire, qui maîtrise cette économie vertueuse et qui est capable de vous proposer un produit de qualité. Ça, c'est la première chose. On a effectivement un travail à faire de notre côté au sein de l'industrie, et peut-être que Mobiliance peut être le bon forum pour en parler, autour de cette notion de référencement et de base de données commune de la pièce de remploi. Et il y a notre rôle aussi, qui est de convaincre notamment les constructeurs et les réseaux de réparateurs ou les concessionnaires qu'ils peuvent y gagner aussi en travaillant avec nous. Voilà. Merci Richard. Alors, je parle... Oui, je t'en prie, Eric. J'en profite pour rebondir sur ce que dit Richard sur le fait de pouvoir se retrouver, et je pense que l'industrie de la moto n'est pas l'industrie de l'auto, et on n'est pas 15 acteurs, c'est pas énorme par rapport à notre filière, avec les enjeux qu'il y a. Pour répondre à madame, si demain on arrive à réunir les assureurs, les recycleurs, les experts, les réparateurs, je pense que là, au niveau où on est dans la filière, pas par rapport à la voiture, moi je comprends tout à fait. On a commencé à discuter avec des constructeurs qui nous ont dit mais si on veut connecter nos réseaux de concessionnaires, on fait comment pour trouver vos pièces? Ça a été la première question. On n'ira pas sur eBay, on n'ira pas sur le Bon Coin. Donc aujourd'hui, cette place de marché qui n'existe pas encore, je ne sais pas s'il faut l'appeler la place de marché, mais je comprends bien que si demain toutes les marques cherchent à aller chercher de la pièce, et on sait très bien que ça sera encore le réparateur et l'expert qui vont à la fin devoir trancher, et il faut qu'ils arrivent à consulter nos stocks, mais pas sur 50 endroits, quoi. Merci Eric. Je te demande de passer le micro à Vanessa. Je discutais ce matin avec Laurent Benchana de Yamaha, qui est là, sur notamment les problématiques des repais. J'aimerais que tu me fasses un état des lieux des éco-organismes dont vous faites partie. Où en est-on et est-ce qu'il y en a qui se créent chaque année? Alors, sur la filière véhicule hors d'usage, il n'y a qu'un seul éco-organisme, c'est Recycler mon véhicule. C'est vous? C'est moi. on est 5 sur Recycler mon véhicule. Donc vous avez un 5e de Recycler mon véhicule en face de vous. Donc oui, les filières responsabilité élargie du producteur, Laurent disait tout à l'heure, il y a 25 filières aujourd'hui. Il y a les pneus, les huiles, les batteries, les véhicules hors d'usage. Voilà. Donc toutes ces réglementations s'empilent, et donc pour un constructeur dont on a cité la marque tout à l'heure, effectivement, il y a la filière VHU, mais il n'y a pas que, il y a la filière batterie, et puis s'il y a des vêtements à la marque, il y a la filière textile, et puis il y a les pneus, etc. Donc c'est de la complexité aussi du côté des constructeurs en termes de reporting, c'est des coûts supplémentaires, donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux aussi. Et quelles sont vos problématiques, quels sont vos enjeux de croissance à Recycler mon véhicule? Alors, nous, on est une association à but non lucratif. Donc, notre objectif, c'est de permettre à nos adhérents de remplir leurs obligations. À la fin de l'année, il faut qu'on ait des comptes à zéro. Donc, on n'a pas
d'ambition de développement ou d'ambition de croissance pour assurer des marges ou de distribuer des dividendes aux actionnaires. On n'a pas d'actionnaires, on n'a que des adhérents qui sont en assemblée générale. Voilà. Donc il n'y a pas de volonté de se développer pour se développer. En revanche, on est là pour permettre à nos adhérents de répondre à leurs obligations. Et donc là, ils nous ont demandé, par exemple, de demander l'agrément pour les batteries de véhicules électriques. Donc réglementation qui est sortie cet été, au mois d'août, et qui est une problématique environnementale et puis économique, puisque recycler des batteries aujourd'hui, contrairement au recyclage FIR-VHU, qui est peut-être équilibré sur la batterie, c'est moins vrai. Donc il y a un vrai enjeu économique et environnemental. Très bien, merci pour ces explications. Je voudrais parler à Dominique au sujet de SRA. On préparait cette table ronde et tu disais, Dominique, qu'il y avait besoin de rassurer les réparateurs. Oui, il peut nous en dire plus. Rassurer, c'est-à-dire qu'ils aient un canal d'approvisionnement en pièces de réemploi qui soit cadré, avec des contrôles mis en place et avec une qualité de la pièce, on y revient toujours. C'est tout l'enjeu de la certification et de la labellisation. Bien sûr. Ouais. Très bien. Richard, je voulais revenir sur la filière de la pièce de réemploi pour savoir, pour que tu me dises le nombre de certifications qu'il faut avoir, que vous devez avoir et que vous avez déjà. Alors, attendez. Allez. Il y en a quelques-unes. C'est parce que c'est assez. Il y a le CMHU déjà, et l'ICPE, qui est avec l'explication, bien sûr. Alors l'ICPE, c'est installation classée pour l'environnement, donc tous les sites qui sont des centres. Enfin, je pense que peut-être que tu pourrais en parler aussi, Laurent, mais tu compléteras si je me trompe. Donc tous les sites qui sont autorisés à recycler des véhicules hors d'usage ou des véhicules en provenance de compagnies d'assurance doivent être, en fonction de leur taille, enregistrés ou autorisés par la préfecture à traiter ces véhicules. Et donc ils sont suivis et audités de manière régulière, soit par un sous-traitant de la préfecture, soit par la préfecture elle-même. Ensuite, il y a l'adhésion ou non à un certain nombre de qualifications, que peuvent être Qualicert d'une part, qui était un label qui a été développé à l'époque avec Mobiliance, ou SRA d'autre part. Et donc chacun de ces labels impose un audit annuel qui vient vérifier si l'ensemble de nos installations sont tenues correctement. Et puis après, on a pour ceux qui en tout cas travaillent avec des compagnies d'assurance, on a les compagnies d'assurance qui vont régulièrement aussi auditer notre façon de travailler et prendre d'éventuelles demandes de modification ou de réagencement pour que les choses se passent bien. Alors, on parlait justement de la nécessité de communiquer. Est-ce que vous ne pensez pas, je me tourne vers Laurent ou vers Nadine, que tous ces labels avec ce jargon, quelque part, puisqu'on est obligé de l'expliquer, est-ce que vous ne pensez pas que ça nuit à la communication, à la bonne communication? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un regroupement, une explication plus limpide pour les journalistes que nous sommes, pour communiquer justement? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je suis allé chez Surplus à Gaillac. Sur le mur, il y a tout un tas de cycles que je ne comprenais pas. Alors, j'ai fait mon travail de journée, je me suis renseigné, mais ça reste opaque. La nécessité ou l'obligation que vous avez de répondre à ces labels, elle n'est pas très connue en fait. Est-ce qu'il y a un travail de vulgarisation à faire? Oui, bien sûr, comme on l'a dit depuis le départ, qui est notre meilleur ambassadeur? C'est le client final. Donc déjà, imaginez, pour vous, c'est un jargon. Donc pour le client final, il faut être... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des vidéos qui tournent, il y a tout. On essaie de le rendre le plus ludique possible, mais c'est un problème pour moi, c'est un problème de fond. C'est au niveau de l'économie circulaire elle-même. Aujourd'hui, si on regarde chez Mobiliance, la décarbonisation, c'est le grand mot, elle est au cœur de 25 métiers. On est peut-être 3 métiers à le pratiquer, on a les restes d'un côté. Je ne fais pas de procès à Mobiliance, parce que je suis là pour représenter Mobiliance. Mais on a un gros travail de fond. Et je pense que dans les 4 ans, 8 ans qui vont arriver, je crois qu'il y a une conscience qui s'est prise de dire que cette économie circulaire, elle doit être transversale. Et il doit y avoir une communication des fédérations, c'est ce qui se fait chez Fédérec dans notre métier. Moi, voilà, c'est des collègues, on est là
pour échanger, pour avancer. Et je pense que chez Mobiliens, on a besoin de ça. Et tout le monde en est conscient. Je vais revenir avec Nadine, si on regarde les discussions qu'on avait peut-être il y a 5 ans ou il y a 6 ans, et les discussions qu'on a aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes. On essaie, elle et moi, ensemble, de trouver des solutions. Donc demain, ces solutions, on les trouvera ensemble. Il y a le réparateur, il y a le carrossier, il y a le concessionnaire. Tout à l'heure, elle a dit, oui, on a ce problème d'objectif des concessionnaires. Sauf que, dans le milieu de la moto, elle le sait très bien, il y a le concessionnaire, mais il y a tous les autres réparateurs qui, eux, n'ont pas ces objectifs spécialement de pièces. Et c'est malheureux à dire, quand je regarde aujourd'hui, parce que tu as nommé notre structure, quand je vois le pourcentage de réparateurs par rapport aux concessionnaires, c'est multiplié par 10. Et c'est peut-être l'erreur que j'ai fait, même moi au départ, de vouloir partir. Je me suis dit, un super produit, tout était dans ma tête bien clair. Et puis quand je suis allé voir les concessionnaires, quand je suis allé voir les réseaux comme Zafi ou autres, ben, ils ne m'ont même pas reçu. Et parce que c'était pas leur problème. Et puis peut-être on n'était pas peut-être un peu en avance sur le business. Et du coup, demi-tour, et je suis allé voir le petit réparateur qui était lui avec sa femme, un apprenti. Voilà. Et c'est là que le business s'est mis en place. Et aujourd'hui, je crois que chez nous, c'est 1600 ou 1700 clients. Voilà. Mais les concessionnaires arrivent en force aujourd'hui. Depuis 4-5 ans, il y a des constructeurs qui sont là avec nous. Et il faut le dire, la pièce de remploi, elle a sa place. Parce que justement, Nadine a dit tout à l'heure, le concessionnaire, il ne réparera pas ce véhicule. Alors, tout le monde doit travailler une fois de plus. Mais bon, voilà, moi, le message que je veux faire passer, c'est clair qu'aujourd'hui, au sein de Mobiliens, et c'est dans des discussions, parce qu'il y a, vous savez, en période d'élection, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, et je pense que ce que je propose, mais je ne suis pas le seul, on est beaucoup à le penser, c'est que l'économie circulaire, elle est transversale, il faut en parler, la faire reconnaître, communiquer au niveau de nos clients, de nos constructeurs qui construisent quand même la moto, hein. Parce que bon, voilà, quelque part, s'il n'y avait pas de moto, il n'y aurait pas de recyclage, il n'y aurait pas de pièces, on ne va pas se plaindre. Hein. Je veux dire qu'il faut savoir travailler ensemble et trouver vraiment des solutions pour développer ce produit et rassurer tout le monde. Puis ceux qu'il ne faut pas perdre de vue, on est dans l'économie circulaire. Ça veut dire quoi? On n'est pas des producteurs. Il y a un plafond de verre. Il y a tant de véhicules détruits, tant de pièces. Il y a des pays qui sont plus avancés que nous, avec moins de VUI, de véhicules en fin de vie, et ils sont déjà ce plafond de verre. Donc une fois qu'on aura utilisé ces pièces de remploi, c'est fini. Donc ceux qui seront aujourd'hui le plus intéressés par ce produit, je pense que demain, franchement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je suis gonflé quand je dis ça, mais je suis persuadé. On en reparlera dans 5 ou 10 ans. L'économie circulaire, si on met l'environnement derrière tout ça, et l'avantage que ça, et l'avantage économique et tout, on crée de l'emploi en plus. Je pense que tout ça, ça a du sens. Sauf qu'il faut, comme vous dites, qu'il y ait une communication claire. Et on se doit chez Mobiliens, c'est d'avoir cette communication. Très bien, merci pour ce discours clair. Alors justement, à l'inverse, il y a un discours qui est clair. C'est par exemple des petites affiches sur les feux rouges qu'on voit. On est tous entre gens vertueux qui vous répondez au label. Mais il y a des gens qui n'y répondent pas. Est-ce que il y a suffisamment de sanctions, on va dire? Je me tourne vers Vanessa. Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'il y a des contrôles? Parce que c'est bien beau d'afficher tous les labels, mais est-ce que ceux qui ne les affichent pas, ceux qui n'y répondent pas, sont sanctionnés? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est son affichette, non, je rigole. Alors, donc j'ai arraché. Alors, j'ai pas le droit de dire que j'ai arraché parce qu'on n'a pas le droit d'arracher les affichettes. Il y a une affichette qui est tombée du feu rouge qui était en bas de mon hôtel à Lyon. Donc c'est une locale, hein, voilà. Donc ça c'est derrière ces affichettes. En général, on a des épavistes sauvages qui sont pas des centres VHU qui ont tous les labels et agréments dont on parlait tout à l'heure. Donc ils vont reprendre le véhicule, le dépioter, revendre ce qu'ils veulent revendre sur le bon coin, et puis abandonner la carcasse, voilà, ou éventuellement la ramener chez un récupérateur de métaux. Donc cette filière-là, elle est visible. En plus, elle est 7 jours sur 7, 24/24, donc c'est quand même un service client qui est pas mal. Sauf que derrière, le particulier, lui, il a l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, que sa carte grise a été détruite, mais c'est pas le cas, parce que seuls les centres VHU agréés ont le droit d'aller dans le système d'immatriculation des véhicules pour détruire administrativement un véhicule. Sans ça, le particulier va continuer de recevoir des amendes. Si sa moto est utilisée pour faire un casse, il sera responsable. Donc il y a un vrai enjeu sécuritaire derrière ça, et environnemental.
Des actions. Est-ce qu'il y a Alors des voilà, actions et donc moi je me suis dit quand je suis arrivée, il y a le numéro de téléphone, c'est facile, enfin, les gendarmes, on en a un là, ils ont qu'à appeler et puis ils vont attraper le gars en question. Mais non, parce qu'en fait ils n'ont pas le droit, les gendarmes pour l'instant, d'aller appeler le numéro de téléphone pour dire c'est une filière illégale. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'attraper la personne en train de mettre la fichette sur le feu. Et ça, c'est passible d'une amende, pas très élevée non plus. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient aujourd'hui un amendement dans le cadre de la loi sur les polices municipales qui est en cours de révision au Parlement, de proposer un amendement qui permette justement à la police municipale et à la gendarmerie d'aller chercher qui est derrière ce numéro de téléphone pour pouvoir engager des actions, des amendes qui seront efficaces. Et donc voilà, parce que là, pour l'instant, à part tous les enlever individuellement, je vous encourage à faire tomber des feux toutes les affichettes que vous verrez au feu rouge. On n'a pas beaucoup d'options. On se fait choper aussi. Alors on appelle après Richard pour qu'il nous sorte. Est-ce que Nadine, il y a des actions à entreprendre alors ça fait, ça peut répondre à cette délation, mais est-ce qu'il y a des actions à entreprendre pour stopper un peu on parlait du Bon Coin tout à l'heure, qui est pas forcément, ça peut, mais être un modèle de communication vertueuse. Vous luttez contre ça? Oui, bien sûr, on lutte, mais on a les mêmes résultats tant qu'il n'y aura pas d'amendement et de loi qui gèrent ce genre de choses. Ben on sera confronté au même problème. Donc, moi, je fais tomber les affiches aussi, mais voilà, je suis pas derrière tous les lampadaires. Donc. Il y avait un député au déjeuner. Oui, mais il est très sensible à ce genre de discussion. Et évidemment, on le rappelle, mais vous avez quand même vu que la politique est un peu compliquée aujourd'hui, donc vivement le mois de mars, fin mars, donc c'est pas si loin, donc déjà on pourra travailler avec les nouveaux élus et puis continuer à lutter sur ce genre de récupération. Mais je voulais quand même dire une chose, la personne qu'il faut convaincre le plus d'utiliser la pièce de réemploi, c'est le motard. Parce que celui-ci, eh bien, si nous sommes convaincus en tant que réparateurs qu'il faut sauver sa moto, parce que vous savez tous que c'est la prunelle de ses yeux, hein, donc il souffre beaucoup quand il a mis la moto par terre. Et encore plus si c'est pas lui qui est à l'origine de l'accident. Donc il est extrêmement important et je pense qu'il est préférable d'éduquer les réparateurs, qu'ils soient concessionnaires ou agents ou réparateurs tout simplement, à aller sauver les motos. Ça c'est important. Mais il faut quand même que le propriétaire soit convaincu qu'il a envie de rerouler sur une moto qui a été abîmée, parce que des fois, il y a une perte de confiance dans le produit et il faut vraiment que le réparateur soit à la hauteur pour le rassurer et le convaincre. Merci Nadine. Alors Laurent, on était tous les deux à l'Automobile Club de France. Il y avait même un ministre de l'industrie qui est intervenu, qui a été sollicité sur la fiscalité. Mais ça, c'est du lobbying. On a besoin de lobbying. Oui, on a besoin de lobbying. Alors effectivement, c'est Sébastien Martin. Oui, on l'a rencontré. D'ailleurs, moi j'étais en sa visite sur le site. Il voulait venir qu'1 heure, c'est pas suffisant. Donc je pense qu'il reviendra plus tard. S'il est toujours là d'ailleurs. Mais bon, non, effectivement, c'est vraiment notre problème. Quand même, pour revenir rapidement sur les affichettes, on a eu un cas sur Toulouse avec le préfet de région où on a poussé ce dossier complètement au bout. Ces numéros de téléphone, les 5 cas qu'on a eus, c'est des mineurs. Donc vous arrivez derrière, c'est les téléphones de mineurs, c'est des gens du voyage. Donc du coup, tout s'est arrêté là. Mais pour moi, il y a 2 combats qu'il va falloir mener demain. Si on veut éviter les chantiers-chauffage, alors que la REP était faite pour ça, on est le seul pays qui parle de véhicules complets ou incomplets dans les REP. Moi, je suis désolé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, quand j'ai ma machine à laver qui tombe en panne, je la mets sur le trottoir. Les gens spécialisés passent à la chercher. Qui est le tambour, qui n'est pas le tambour, qui manque les roulettes. Le produit est embarqué et il est traité. Aujourd'hui, dans le véhicule, le fait qu'il ne soit pas complet, il ne rentre pas dans la REP, il faut faire un devis au client pour le lever à nos frais. Je suis désolé, on n'en fera jamais de devis. Et du coup, les chantiers chauffage, ils resteront pareils. Le véhicule, pour moi, qu'il soit complet ou incomplet, et en plus, une machine à laver, elle n'a pas de numéro de série, elle n'a pas de client derrière, elle n'a pas de propriétaire. Par contre, le véhicule, jusqu'à
comme prouve le contraire, il a le numéro de série, il a le propriétaire. Donc je pense que ça, cette notion, elle est vraiment à se battre au niveau du règlement européen pour que ça soit le cas. Et un point crucial, c'est le second, il n'y en a pas deux, c'est que les pièces de réemploi doivent être vendues uniquement, comme l'a dit Richard tout à l'heure, par les centres VHU. C'était sur le règlement européen jusqu'en 2024, et un coup de passe-passe, ça y est plus. Et là, Mobiliance va mettre la pression, on rencontre M. Husman, qui est le commissaire européen qui a écrit le texte, parce qu'on veut savoir pourquoi ça a disparu. Parce qu'il n'y a pas de raison que cette pièce, si elle ne sort pas d'un centre VHU, aujourd'hui, on parle de pièces de sécurité, de contrôle et tout. Vous imaginez un disque de frein, un pneu, une fourche qui est vendue par un particulier. Ça nous dessert complètement. Je ne vais pas te le dire, c'est notre premier concurrent aujourd'hui. On ne doit pas laisser faire ça. Le Bon Coin? Oui. Non, il n'y a pas que le Bon Coin. Il n'y a pas que le Bon Coin. Mais je pense que... Oui, je pense que c'est important qu'on ait cette traçabilité. Et comme j'ai dit dans un reportage il n'y a pas longtemps, ok, si vous avez des amis le week-end, le dimanche, vous n'allez pas acheter votre roast beef sur le Bon Coin. Pourquoi? Parce que c'est interdit, parce qu'il y a des abattoirs, comme le centre VHU, qui ont un numéro, et la viande est tracée par rapport à la vache ou au cochon. Et pareil, non, mais on a une traçabilité, là on ne lâchera pas là-dessus. Et il faut que les centres VHU, ils ont cette traçabilité. D'un côté, c'est le problème sanitaire, de l'autre côté, c'est la sécurité. Et de ça, c'est deux combats qu'on doit mener, et croyez-moi, ça va épurer. J'ajouterais que le Bon Coin ne sert pas plus pour le prix du neuf non plus. On était à Akimoto et Laurent l'a reparlé de l'histoire de l'entrecôte, mais souvenez-vous non. Et ça, c'est très important. Ce que je voulais vous dire, c'est que Laurent, avant c'était un déchet. Si il y avait que les recycleurs de la catégorie, si on produisait les pièces, on transformait en produits. C'était bien ça le texte. Alors, on entre dans les 7 dernières minutes de cette table ronde passionnante qui monte en puissance. Je vais refaire un petit tour de table. On a commencé par là, mais je vais refaire un petit tour de table pour savoir ce que vous aimeriez ajouter à ce débat pour rester dans le timing de 1 heure. Et je commence, comme j'ai commencé tout à l'heure, par Richard Mandrin d'Aximoto. Richard, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on est quand même dans un milieu de passionnés, en fait. Et je sais qu'il y a différents types de mobilité au sein du deux roues, hein, mais globalement, on est dans un secteur de passionnés. Les gens qui travaillent chez Aximoto et les gens qui travaillent dans tout le secteur de ces spécialistes sont des passionnés. Et en fait, je vous encourage à ceux qui ne nous connaissent pas à venir nous voir, en fait. Et on sera là aussi pour vous expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, et vous montrer à quel point on essaie d'être sérieux et de fournir un travail de qualité. Et je pense que ce salon est un excellent forum pour nous pour le faire. Et je suis ravi qu'on soit assez nombreux à représenter notre filière. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Et comme tout bon communicant, on fait de la compétition aussi. Un petit peu, oui, on en fait un petit peu, mais on n'est pas les seuls à en faire. Voilà, donc on essaie nous de s'engager plutôt dans à soutenir des athlètes qui parfois ont des difficultés à rouler. Donc on soutient pas mal de pilotes féminines. Et voilà, et on essaie de... Vous avez combien de partenariats? On en a 3 maintenant. On soutient deux pilotes féminines et qui sont Ornella Ongaro et Emilia Dobrev. Et puis on soutient aussi un garçon qui s'appelle Wayne Bourget qui est champion du monde en endurance production et qui fait aussi le Tourist Trophy de l'Île-de-Man et le Macao GP et la Northwest 200. Voilà, d'où la nécessité de communiquer. Alors, le mot d'Éric Lescane pour conclure de votre côté. Alors, je vais conclure avec deux réflexions positives, parce qu'on voit que toute la difficulté qu'il peut y avoir pour promouvoir la PRE dans le deux roues, dans l'environnement, avec les problèmes de chiffrage, d'outils de chiffrage, avec les problèmes d'acceptabilité de la pièce de l'emploi dans ce domaine-là. Donc 2 points, on parlait de traçabilité tout à l'heure sur ces pièces-là, de la pièce issue de l'économie circulaire, contrairement à la pièce d'occasion qui est vendue sur le bon coin sans traçabilité, on ne sait pas trop d'où il vient. Sachez que dans l'expertise, les experts ont déjà intégré ça depuis peu de temps, parce que la différence entre une pièce d'occasion et la pièce issue de l'économie circulaire qui provient uniquement des centres CVHU ou CMHU, c'est la seule qui est préconisée par les experts quand ils chiffrent avec de la pièce de renvoi, c'est celle qui sort de vos établissements.
qui sont justement réglementés et qui permettent de tracer cette pièce. Le deuxième point positif que je voulais évoquer aussi, c'est qu'aujourd'hui, on parlait de communication auprès du consommateur, auprès de l'utilisateur de la pièce de réemploi. Je dirais qu'il y en a un avantage là aujourd'hui, c'est que ça n'a jamais été autant dans les consciences collectives, surtout quand on voit le temps qu'il fait aujourd'hui en plein mois de février, que la durabilité, l'économie circulaire et tout, a toute sa place aujourd'hui et commence à rentrer dans l'état d'esprit. On le voit énormément dans le 4 roues, où on a beaucoup moins besoin d'assister pour préparer avec la pièce de réemploi. C'est souvent même le propriétaire du véhicule qui nous la préconise, qui dit ce qu'on ne peut pas chiffrer, même avant de parler de VUI, etc. Ça commence un tout petit peu dans le dos, mais c'est à la marge quand même. Mais on n'a jamais été autant entendu sur justement cette communication dans la conscience collective qu'il est temps de faire quelque chose, donc c'est le moment ou jamais d'y aller. C'est qu'un début. Exactement. Merci. Un petit mot, Laurent? Oui, juste un petit mot, on n'a pas parlé quand même d'équilibre économique, et je pense que dans la situation où on est aujourd'hui tous, les entreprises, c'est quand même un sujet. Et une fois de plus, je pense qu'à travers l'économie circulaire, c'est très bien pour toutes les raisons qu'a évoqué Eric, je ne vais pas y revenir. Mais pour nous, quand même, il n'y a que 2 produits qui nous permettent de vivre dans notre recyclage. C'est quoi? La pièce de réemploi. C'est pour ça qu'on a intérêt, même avec les constructeurs et tout le monde, de se serrer les coudes pour en produire. Même si certains trouvent que notre auto, qui a été validé aujourd'hui pour les pouvoirs publics, est peut-être haut, mais quand on réfléchit bien, non, il n'est pas haut, il est à sa place. Et puis on a les matières premières. Alors c'est vrai que les matières premières pèsent même pas 1% de notre revenu. Par contre, ce qu'on sait faire dans le 2 roues et pas dans le 4 roues, c'est mettre la caisse à blanc, comme on a essayé de faire dans la voiture, pouvoir tout enlever pour tout trier, c'est impossible, on ne le verra jamais. Et dans le 2 roues, passer dans nos ateliers aujourd'hui. Ceux qui connaissent le 2 roues, vous êtes obligés de le mettre à poil, comme on le verra. Voilà. Et du coup, toutes ces matières premières sont triées. On n'aurait même pas besoin de passer par un broyeur. On pourrait aller directement dans chaque filière de recyclage. Et quand on parlait de 97, moi je vais vous dire, aujourd'hui on peut tenir du 100%. Et là je m'avance. On en est où là, à peu près en taux? Il a annoncé 97. Mais ce taux, vous l'aurez jamais. Enfin, je pense qu'avant qu'on le voit dans le 4 roues, dans le véhicule industriel, peut-être on verra élevé, mais dans le 2 roues, quand vous regardez aujourd'hui, c'est un cadre qui sort. On vend les faisceaux, on vend tout. Quand on vend 15 pièces en moyenne aujourd'hui, qui sont identifiées à l'ADEME dans le 4 roues, elles ne sont pas identifiées dans le 2 roues, mais je suis prêt à prendre le pari là, on va être à 30, 35. Donc il n'y a pas de secret. Si le constructeur, tout le monde veut trouver un équilibre économique parce que c'est le but, et je pense qu'il faut mettre cette pièce en avant et pas se donner des freins là où ils ne sont pas. Merci Laurent. Je passe à Nadine. Nadine, quelque chose à ajouter? Oui, moi je pense qu'il faut inviter autour de la table les concepteurs de logiciels pour qu'ils puissent vous faire les ponts pour que nous on puisse travailler. Voilà, donc les DMS doivent être dans nos ordinateurs et puis on pourra travailler. C'est par là qu'on a commencé, par les outils effectivement pour les producteurs de DMS, pour tout connecter, c'est ça. Vanessa, un petit mot de la fin. Oui, alors moi je reviens sur le volet communication parce que pour dire qu'il existe une plateforme qui permet aux particuliers de savoir quoi faire de son véhicule hors d'usage, pour pas justement téléphoner à l'affichette. Il va sur le site jerecyclemonvéhicule.fr, c'est un guichet unique et il va trouver les centres VHU qui sont agréés, qui ont le droit de traiter son véhicule, et il pourra aussi bénéficier de la collecte gratuite à domicile. Donc c'était le premier message, j'ai oublié de le lire tout à l'heure sur l'affichette. Et le deuxième, c'est donc en termes de communication, nous on a créé un jeu dans l'univers de Fortnite, ça s'appelle Car Life Tycoon. Je vous invite à venir le découvrir sur notre stand. Et donc le but du jeu, c'est de sensibiliser les 18-34 ans en les faisant jouer. En fait, ils sont propriétaires d'un centre VHU. Ils vont aller chercher les véhicules qui leur ont été désignés, ils vont aller faire les dépolluer, récupérer les pièces, revendre les pièces, et au fur et à mesure, donc ils ont des coins qui leur permettent d'agrandir leur site, d'embaucher des salariés, voilà. Et donc le joueur découvre votre univers qui est quand même encore assez confidentiel aujourd'hui en jouant et en ayant une expérience
dans le monde virtuel, et l'idée étant c'est bien de dépolluer et de faire la pièce de réemploi dans Fortnite, mais il faudra aussi le faire dans la vraie vie, donc c'est ça le lien entre les deux. C'est intéressant, c'est un métier ludique finalement. Oui, effectivement, donc oui. Quand les techniciens dans les centres jouent à Fortnite, ils sont contents de voir que leur métier peut être valorisé. Et ça, je pense que c'est important pour eux. Merci Vanessa. Dominique, un petit mot de la fin? Oui, donc moi je voudrais dire que j'espère que le nouveau label, la nouvelle mouture du label recycleur vertueux SRA, bien évidemment, on lève un petit peu le niveau de contrôle, donc il y a une contrainte pour les centres VHU, mais j'espère que ce label va aussi permettre d'accompagner des centres qui ne seraient pas forcément très performants aujourd'hui sur la pièce de roue. On l'a pas dit, mais le label va aller mesurer quand même la production de pièces lors de l'audit. Donc il y aura un reporting annuel et donc il y aura une note décernée à chaque centre VHU. Cette note restera privée, elle restera propriété du centre VHU, elle ne sera pas communiquée. Ni à la presse? Ni à la presse, bien évidemment, mais c'est quand même un indicateur qui pourra être utilisé par les assureurs. Donc j'espère que ceux qui pourront progresser le feront. Merci Dominique, très intéressant. Eric, le mot de la fin de cette table. On aura peut-être le temps de poser une ou deux questions. Ce que vient de dire Dominique, c'est un petit peu tout l'enjeu, parce que les spécialistes que nous représentons, on a besoin d'approvisionnement en véhicules d'assurance pour justement avoir des véhicules récents. Donc c'est sûr que là, au niveau on a parlé quand le mot reporting mérite pas, mais on en a beaucoup à faire dans le métier, de plus en plus. Que ça soit pour SRA, que ça soit pour les compagnies d'assurance, aussi pour RMV, qui a commencé aussi dans le cadre de la loi AGEC. Donc l'informatique va être au centre de pas mal de choses, comme vous disiez, que ça soit pour les remontées, pour tous les calculs, etc. Et je pense que tout ça, on a du travail et j'ai hâte de m'y mettre avec tous les acteurs et surtout avec Laurent en termes de ce qu'on a dit sur réguler les places de marché et régulariser, comme disait Patrick, en termes de politique, un gros sujet à faire sur la filière illégale et tout ce trafic qu'on subit tous les jours, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Merci Eric. Alors, on arrive à 1h00 de débat, c'était l'objectif, mais on va s'accorder 2 questions dans la salle. Je crois que Pierre de Auto Magazine a une petite question. Merci, bonjour. L'année dernière, j'étais au même endroit pour la même prestation concernant les PIEC, puisqu'il y avait une conférence qui avait été organisée avec une partie des personnes qui sont là aujourd'hui. J'ai entendu quelque chose qui m'intéresse, que je n'ai pas eu l'impression d'entendre l'année dernière, c'est la problématique du double chiffrage. Alors j'ai une question par rapport à ça. Monsieur Hara, il a dit tout à l'heure, l'auto a de l'antériorité par rapport aux 2 roues, aux 2 ou 3 roues autorisées. Est-ce que l'automobile est concernée par cette même problématique de double chiffrage? Donc ça, c'est une chose. Est-ce qu'ils sont en retard, entre guillemets, par rapport à ça, ou est-ce que la moto est en retard par rapport à l'auto? Et la deuxième chose, on avait évoqué l'année dernière, c'est des pistes qui avaient été évoquées, que les assureurs puissent éventuellement faire des incitations tarifaires pour l'utilisation de la pièce de remploi, c'est-à-dire dire à leurs assurés, mon gars, si tu décides d'utiliser des pièces de remploi, je te fais une remise ou que sais-je, ou tu as un bon d'achat, ou voilà. Chaque assureur, j'imagine, a sa politique en la matière. Mais ça, est-ce que c'est envisagé? Est-ce que ce sera de plus en plus envisagé? On commence par la deuxième partie. Je peux répondre sur les 2 parties, puisque l'expérience sur le 4 roues, justement pour cette loi de la consommation, c'est une réglementation du code de la consommation qui oblige ce double chiffrage, est exactement le même pour le 4 roues. Et ça a été mis en place exactement à la même date, donc il n'y a aucune différence sur cette réglementation du code de la consommation entre le 2 roues et le 4 roues. Donc ça pour cette première partie de question. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette réglementation, elle a ses limites quand même, parce qu'il y a l'obligation de proposer, mais encore une fois, c'est bien le consommateur à la fin qui va accepter ou pas ce chiffrage-là. Donc ça n'a pas fait des révolutions. Quand c'est tombé, on pensait que ça allait faire une révolution. Ça ne l'a pas fait parce que la limite de cette réglementation, c'est encore une fois l'acceptation du consommateur in fine. Donc la communication, on évoquait tout à l'heure, permettra de faire un levier par rapport à cette loi, mais ce n'est pas elle toute seule qui révolutionne
le taux de PRE dans le 4 roues, dans le 2 roues, ça n'a pas révolutionné. Sur la deuxième partie de la question, sur l'incitation à réparer avec de la pièce de remploi, avec une prime d'assurance adaptée, etc., effectivement, chaque assureur a sa politique, sa propre politique là-dessus. C'est soit de faire un contrat qui impose de la pièce de remploi lorsqu'il y a un sinistre, mais in fine, c'est toute la consommation, enfin la réduction du coût de sinistre, c'est bien l'assuré qui la paye par sa prime à la fin. Donc il y a plusieurs initiatives qui sont posées pour justement pour ça, c'est soit on baisse la prime in fine parce que le coût de sinistre diminue ou est maîtrisé, donc ça permet de maîtriser la prime d'assurance, ou certains assureurs proposent effectivement aussi des contrats spécifiques pour la pièce d'occasion avec une prime inférieure. Donc il existe un peu de tout sur il n'y a aucune obligation par rapport à l'ensemble des assureurs. Chaque assureur est maître en la matière. Exactement. Chaque assureur fait sa politique commerciale quelque part à travers ces offres-là. Merci. Juste un petit rajout. Au niveau entre le 4 roues et 2 roues, il y a quand même un écart entre les lois, puisque la première dans le 4 roues est de 2017 et celle du 2 roues est de 2024. Et au départ, c'est vrai qu'elle avait été mal interprétée, cette réglementation, et même chez nous, chez Mobiliance, puisqu'il y avait une liste de pièces. Et tous les réparateurs pensaient qu'ils pouvaient proposer que cette liste de pièces et que tout le reste était interdit. Et c'était pas ça la loi. La loi, c'est que c'était ces pièces en priorité et il n'y avait pas de pièces interdites. Voilà, c'est la différence. Et une autre différence aussi qui fait que ça a un peu plus accéléré peut-être dans le 4 roues, c'est toujours pareil, c'est qu'on a des outils, il y a des catalogues et des catalogueurs qu'on appelle qui existent dans le 4 roues avec les références OE, c'est tout le débat qu'on disait, qui existe déjà, il y en a 4-5 qui sont connus sur le marché, donc c'est aller beaucoup plus vite. Et pour se connecter dans les outils du réparateur, voilà, par rapport au DMS qui existe sur le marché, il y a eu plus rapidement, d'ailleurs on en discute, elle n'existe pas aujourd'hui dans le 2 roues, et elle existe dans le 4 roues. Mais c'est vrai que ça a mis quand même beaucoup de temps à se mettre en place, puis une fois de plus, elle a été mal expliquée, ça a été plutôt une contrainte pour les réparateurs et les concessionnaires, une fois de plus. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est important chez nous, chez Mobiliance, qu'on parle le même langage entre tous les métiers, plutôt que de regarder qu'est-ce qu'il fait l'autre et de travailler ensemble, parce que là-dessus, ça ne s'était compris. Je pense qu'il y avait du business à faire. Donc, et ça, on n'a pas su le faire. Et je pense que dans le 2 roues, tout l'engagement qu'on est en train de prendre aujourd'hui, c'est ça qu'il faut réussir. Merci Laurent. On prend une dernière question, si quelqu'un... Oui. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Getty Auto-Eco. Donc nous, on n'est pas partie prenante du tout, on est dans la traçabilité des déchets de garage. J'avais une question sur le gisement des pièces qui sont issues de la réparation automobile, parce que j'ai eu l'impression qu'on n'en a pas parlé, et vous disiez, monsieur Eraille, que c'était une bonne idée de passer par les centres VHU pour certifier la qualité de ces pièces. Aujourd'hui, quand on évacue les pièces issues de la réparation, elles passent par des collecteurs et des recycleurs. Est-ce que cette filière-là, elle peut être envisagée pour devenir demain de la PIEC? Oui, elle peut être envisagée, elle a sa place, elle l'a déjà, mais on ne le sait pas, c'est ce qu'on appelle les chineurs. C'est des gens qui passent récupérer ces pièces chez les centres VHU ou de la garagiste. Bien la différence, c'est que vous n'avez pas de traçabilité. Donc du coup, elles vont à l'échange standard, mais comme j'ai dit tout à l'heure... Elle ne peut pas être intégrée dans les DMS. Elle est dans la PIEC. Alors, elle est dans la PIEC. Je pense qu'elle fait partie de la 3e catégorie de la PIEC. Pour moi, elle a sa place, justement, et en plus, elle a sa place au niveau de l'environnement et de la protection de l'environnement, c'est-à-dire que cette pièce, elle ne traîne pas et elle ne part pas, comme on l'a dit, au fin fond, je ne sais pas où. Donc elle est reprise par le producteur ou le producteur d'échange standard, c'est-à-dire qu'il lui a une marque et met une pièce à l'état de neuf, et lui, il n'a pas besoin de cette traçabilité derrière. Donc oui, pour moi, c'est fait, quelque part aujourd'hui, mais on devrait plus l'officialiser. Mais par contre, attention, il ne faut pas court-circuiter, il ne faut pas que cette pièce soit vendue en emploi classique, puisqu'elle n'a pas de traçabilité. Et donc, elle peut être, pour moi, elle peut aller très bien sur le marché de la rénov et du remanufacturing. Elle a sa place. Merci à tous, merci. Je voulais juste une note d'humour. Une note d'humour. Si on répare toutes les motos et qu'elles ne parlent pas en... eh ben vous aurez plus de business. Si elles partent toutes en eh ben oui, si elles partent toutes en économiquement irréparables, vous avez du business, et si on les répare toutes, vous n'en aurez plus. Merci, il ne reste plus qu'à être concessionnaire. Merci.